On se lance ensemble sans jingle, hein. C'est édition spéciale. Non, il n'y a pas de jingle. Ok. On se pose la question de savoir. Dire le jingle. Bah, je pensais qu'il y avait du budget, mais ça fait plaisir, les mecs. Ça fait plaisir. Revenons sur les faits. LeBron James, meilleur marqueur all-time de la NBA, il dépasse un certain Karim Abdul-Jabbar. On porte d'ailleurs des t-shirts à son effigie, on l'a dit, hein, Derby Ball. Vous voyez le carton s'afficher. LeBron James, 38 390 points. Karim Abdul-Jabbar donc passe deuxième, hein, longtemps d'ailleurs premier, hein, quasiment une vingtaine d'années, avec 38 387 points. Karl Malone, ensuite Kobe Bryant, le regretté, et Michael Jordan font partie donc de ce top 5. Première question à notre invité. Me dire, quand ce chiffre-là, 38 390 points, qu'est-ce que ça t'évoque sur 20 ans de carrière? Bah, c'est juste énorme, c'est pas anodin. C'est la récompense d'un fruit de travail, énormément de sacrifices. Quand on connaît le milieu professionnel, effectivement, et encore plus la NBA, encore on parle d'une élite, bien évidemment. D'abord, c'est inoubliable, il marque l'esprit de la NBA tout entière. C'est vrai que moi, j'ai quand même un petit faible pour Lew Alcindor, alias Karim Abdul-Jabbar, parce qu'il y a une vraie histoire autour de Karim, et que ça restera Karim Abdul-Jabbar avec son magnifique Skyhook. Oui. Et ouais, donc voilà. Donc après, effectivement, il y a cette nouvelle génération qui est plutôt sur la fin, et qui marque les esprits. Tant mieux, c'est mérité. Karim était là pour le passage de témoin, vous le voyez sur les images. Karim Abdul-Jabbar. En plus, ils s'entendent super bien, apparemment. Ils se tapent des délires entre eux. Voilà, non, pas du tout. Au contraire, c'est pas du tout, Karim Abdul-Jabbar. En tout cas, il était là quand même pour célébrer le King. Et Karim Abdul-Jabbar, effectivement, ça met aussi un petit peu la lumière sur la performance que c'était que de marquer autant de points avec un skyhook, donc très très loin du panier. Hein. Exactement. Voilà, pour Moundir. Par contre, Fred, toi, tu as connu un petit peu Karim Abdul-Jabbar? Oui. Okay. Je ne l'ai pas connu personnellement. Jouer, oui, je l'ai vu jouer dans des films de Kung Fu, mais sinon... Juste un. Juste un, d'accord. Ouais. Juste un, ouais, qui était pas mal. Avec Chuck. Qui était pas mal. Le chiffre de LeBron James. C'est monstrueux, c'est incroyable, mais il y a plein de facteurs qui l'amènent à arriver là. Le premier, c'est qu'il a commencé à jouer en NBA, il avait 19 ans. Abdul-Jabbar a commencé, il avait 22. Donc déjà, il y a 3 ans de différence, donc ça change les choses. Ensuite, quand, pour la première fois, Karim Abdul-Jabbar a battu ce record, c'était en 84, l'année de naissance de LeBron James. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et drôle, cette petite anecdote. Après, la NBA a évolué. Je rejoins un peu Moundir. C'est vrai que c'est peut-être plus simple de marquer des points maintenant, qu'il y a plus de possession maintenant, qu'on joue beaucoup plus sur l'attaque et que Karim Abdul-Jabbar, c'était les 2 points qu'il mettait. Et LeBron, il a fait évoluer son jeu et maintenant, il est capable de marquer, depuis quelques temps maintenant, beaucoup de paniers à 3 points aussi, ce qui facilite la tâche aussi pour augmenter le volume de points marqués. On rappelle aux plus jeunes, effectivement, que le poste 5 à l'époque était un poste réservé vraiment à jouer dans la peinture, dans la raquette. On recevait des ballons et puis on essayait de finir le plus proche du cercle possible. Donc c'est 2 points plus 1 avec la faute, bien sûr. Philosophie complètement opposée, en fait. On a diamétralement pris le Z à l'encontre du A qui était le jeu pratiqué par le passé. Cette métaphore, elle m'éclate. Le Z à l'encontre du A, ça, il n'y a que les Grecs pour dire des trucs comme ça. Oui, tu vois, on est philosophe. C'est beau. Sur le record de LeBron James, et peut-être aussi sur la manière dont il le bat, on se rappelle, et on ne l'a pas dit d'ailleurs, que c'était contre OKC, dans une défaite contre OKC. Le record intervient dans le 3e quart-temps. Ouais. LeBron James fait un match jusque-là plein, il est présent, il défend, il attaque, il met ses points. Donc il est dantesque, ouais. Il finit à 36. Il ne joue pas le dernier quart-temps et son équipe perd, alors que l'équipe est au coude à coude. Est-ce que ça rentre un peu dans le storytelling ou alors on occulte ça et on se dit il a 19-20 ans de carrière, il mérite peut-être son moment et qu'on lui laisse peut-être savourer, même si c'est en plein match NBA? Pour moi, c'est 2 choses différentes. Tu as le record et tu as la saison. C'est-à-dire que nous, en tant que consultants, en tant que journalistes ou autres, on doit faire notre devoir, notre travail sur 2 éléments différents. Donc quand on parle du record, on doit le mettre en avant, on doit lui donner ses fleurs, on doit n'être qu'élogieux et ne mentionner rien d'autre si on se concentre sur quoi le record se base, sur ce que ça représente et autres. Si après on fait l'analyse du match et on fait l'analyse des conséquences de son choix, d'être sur le côté et de ce que ça représente pour son équipe qui est en grand besoin d'un LeBron James dantesque tel qu'a pu l'être Kobe Bryant en mission en fin de carrière ou autre, ça c'est un autre débat qui je pense ne devrait pas vraiment être Moi je trouve ça choquant. Je vais te relancer là-dessus. Moi je trouve choquant. Les Lakers sur la course au playoff. Parce qu'il y a 2 choses, effectivement. Il y a la première chose, oui, c'est génial, storytelling, t'arrêtes le match. Pour moi, là, tout est naturel.
Ça, c'est déjà arrivé. Nowitzki l'avait fait. Même ça, Kobe, quand Kobe, il dépasse. rien à ajouter par rapport à ça. Sauf qu'après, il est dans une franchise qui est en difficulté, qui a besoin de gagner des matchs pour essayer de rentrer en play-in. Ouais. Et il ne joue pas cette fin de... Là, je comprends pas. En fait, le storytelling, pour moi, il s'arrête. Nous dire ton avis là-dessus. Bah, c'est le 3 choix. cartons de feu, tout va bien, il joue pas le dernier, son équipe perd. Bah ouais, c'est à l'image de l'équipe. Et puis, à vrai dire, je suis pas assez surpris des histoires un peu folles aux États-Unis parce qu'on voit de tout. Et c'est pour ça que parfois, le côté NBA, on l'aime ou on le déteste. Tu vois, moi, j'ai lâché beaucoup parce qu'effectivement, je prends plus de plaisir à regarder. Mais c'est vrai que quand on voit des trucs comme ça où le mec est en très grande forme et il peut porter l'équipe, et que derrière, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi le mec a un rhume ou le coach a décidé de dire bon, toi, tu as la chasse, tu restes sur le banc. Ouais. Tu vois. Après, s'il y a la chasse, il vaut mieux qu'il reste sur le banc. Du coup. Il y a Imodium pour ça, je m'y connais. Mais pour le coup, non, je ne suis pas surpris. C'est les Américains, quoi. Pas choquant. C'est pas choquant. Il y a eu... Non, mais c'est pas choquant parce que c'est les Américains. Oui, mais voilà. Dans notre culture, ça paraît bizarre. C'est ça que je veux dire. Tu sais très bien ce que je pense de ça, Sylvain. Si tu as envie de... Non, mais encore quelques minutes. On est là pour se dire la vérité. Alors la vérité, on va essayer de la prendre aussi du côté de San Francisco, parce qu'on a un homme qui vit en Californie et qui côtoie un peu le produit NBA. Choqué par l'attitude, en tout cas le fait que LeBron James finisse pas le match après avoir passé le record de Karim. Oui, il n'y a pas de... je vois pas comment on peut pas être choqué, comme l'a dit Fred, comme l'a dit Angelo. Le record, c'est bien, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais par contre, le but du basket, c'est pas de battre des records, c'est de gagner. Et si tu veux essayer d'aller chercher Michael Jordan, et peut-être que ce sera peut-être une discussion pour la fin de l'émission, tu dois aller gagner des titres. Et là, pour l'instant, les Lakers sont 13e. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et tu te permets de pas jouer le dernier quart-temps. Tu joues pas le match d'après. Tu joues pas à San Francisco contre les Warriors. Tu joues pas hier à Portland. Tu vas sûrement pas jouer avant le All-Star Game. Moi, oui, ça me dérange. Et je pense qu'il est allé chercher le record avant le All-Star Game parce que la NBA a sûrement dû aussi pousser pour pouvoir lui donner beaucoup une éloge exceptionnelle à Salt Lake City ce week-end. Ça en dit peut-être long sur les futurs objectifs de LeBron. Peut-être que justement la quête du titre passe après maintenant son envie de s'inscrire un peu dans les chiffres et dans les livres d'histoire de la NBA. On va pas relancer ça. On observera d'ailleurs la suite de sa saison et de sa carrière. Je vous propose de se remettre par contre dans le contexte avec Romain Delbello qui vit à Los Angeles, journaliste français à Los Angeles, et qui a participé justement à l'événement et qui nous conte un petit peu comment la nouvelle a été accueillie du côté des États-Unis. Alors, il était attendu, évidemment, ce record de LeBron James, et même s'il était attendu, justement, il a été parfaitement préparé. Bon, ça s'est bien goupillé quand même, parce que ça s'est fait à domicile, à la Crypto.com Arena. Du coup, on avait convoqué plein de stars, dont Karim Abdul-Jabbar. Le passage de témoins avait été préparé et a été magnifique. Ça s'est fait à la fin du 3e quart-temps, donc vraiment on a pu faire une grande pause comme si le match n'existait plus pour célébrer le record de LeBron James. Donc c'est vrai que ça a été un grand moment, ce panier historique. Et puis on a pu noter aussi une conférence de presse assez marquante de LeBron James, qui est conscient de son record, mais qui est conscient de l'impact qu'il a sur le jeu. Parfois les joueurs ils vont un peu en humilité, en modestie on va dire. C'était Romain Delbello du côté de Los Angeles, qu'on retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission. Ça fait rire Moundir. Non, mais il a été coupé comme le match qui a été arrêté. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il a fait son taf. Mais on va le retrouver. On va le retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. Merci de valoriser notre travail. Non, mais c'est très bien. Franchement, c'est top. Une petite question justement sur... Juste pour revenir par rapport à ce qu'on disait par rapport à LeBron, quand on dit il n'a pu jouer, c'est pas dans le sens où il n'était pas sur le terrain. C'est dans le sens où il n'a plus été impactant. Enfin, il n'était plus le LeBron James dont Los Angeles avait besoin. Deux salles, deux ambiances. Voilà, donc il est là, mais sans être aussi impactant et performant que ce qu'on a pu voir début du match. Il n'y a plus d'âme chez les Lakers actuellement, il n'y a plus d'âme. C'est un peu compliqué. Et ils ont déjà décroché. Un peu compliqué, on en parlera d'ailleurs en fin d'émission si on a un peu le temps, parce qu'ils ont aussi réajusté leur roster pour tenter d'aller chercher une finale NBA. On va... avec Melvin, revenir peut-être sur les dates clés et les faits marquants de la carrière de LeBron James. Quand on parle de LeBron James, c'est 19 ans de carrière, mais il y a eu une enfance avant ça, et puis une période aussi très hype du côté de sa période high school, Saint-Vincent-Sainte-Marie. On peut peut-être commencer avec ça, Melvin, et puis on t'écoute sur la première partie de carrière de LeBron, donc draft et après.
Alors la première date, c'est le 26 juin 2003. C'est la draft de LeBron à 18 ans. Il est drafté numéro 1 par Cleveland dans une des plus belles drafts de l'histoire. C'est la draft de Dwayne Wade, c'est la draft de Carmelo Anthony, c'est la draft de Chris Bosh. Et c'est vraiment l'avènement tant attendu de celui qu'on appelle le Chosen One. Mais avant d'être le Chosen One, LeBron a eu une jeunesse assez difficile avec une mère célibataire. Ils ont déménagé beaucoup. Et c'est vraiment à travers le sport, notamment évidemment le basket, mais aussi le football, qui se forge une identité et une éthique de travail. Et c'est là que sa renommée, j'ai envie de dire, grandissante commence. Il choisit le lycée St. Vincent St. Mary's à Cleveland, à Akron, pardon. Et lors de ces 2 dernières saisons, il est tellement populaire que de nombreux matchs de son lycée sont joués dans des salles universitaires parce que tout le monde veut voir LeBron, y compris les stars NBA. Et il gagnera 3 titres avec son lycée et il est 2 fois élu meilleur lycéen du pays. La prochaine date, c'est le 20 avril 2004. Donc, c'est après sa première saison NBA. Il est élu rookie de l'année avec une saison où il tourne quasiment à 21 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne. À l'époque, c'est le 3e rookie de l'histoire avec de telles moyennes statistiques. Et c'est vraiment le début d'un thème où, malgré toutes les attentes qu'on pose sur LeBron James, on voit qu'il répond quasiment tout le temps présent. La 3e date, on saute un peu dans l'histoire, c'est le 14 juin 2017. Alors, c'est pas une date heureuse pour lui parce que c'est le jour où les Cavs se font sweeper en finale NBA par les Spurs de Tony Parker. Greg Popovich et le staff des Spurs le forcent vraiment à devenir un shooter, à prendre des tirs à 3 points, à prendre des tirs à mi-distance. Et c'est vraiment sa plus grosse faiblesse au début de sa carrière. Après, il faut quand même se rappeler que ce sont ses 2e playoffs seulement. Il a 22 ans. Et pour aller en finale, il permet aux Cavs de battre Détroit. Alors, c'est Détroit de l'époque, Chauncey Billups, Rashid Wallace, Rip Hamilton. Et il met notamment un Game 5 complètement dingue où il marque 29 des 30 derniers points de son équipe pour aller gagner à Détroit et pour aller après en finale NBA. La prochaine date, c'est le 4 mai 2009 où il gagne son premier titre de MVP de la saison régulière. Il tourne à l'époque à 28 points, 7 rebonds, 7 passes et quasiment 2 interceptions par match. Il va en gagner un 2e en 2010, mais le problème, c'est que les Cavs n'arrivent jamais à retourner en finale. Ils perdent contre le Magic en 2009, ils perdent contre les Celtics en 2008 et en 2010. Et en 2010, on a un LeBron qui choke lors du Game 5 et qui perd 9 ballons lors du Game 6. Et on ne le sait pas encore, mais ce sera son dernier match de son premier acte, j'ai envie de dire, chez les Cleveland Cavaliers. Puisque interviendra un événement dont on va parler ensemble, de Decision, donc LeBron James qui décide de ne plus rester un Cavs et d'aller du côté de Miami. Mais avant de parler de ce fait-là, revenons sur peut-être la première date, 2003, sa draft en juin, le 26 juin. Remettons-nous un peu dans le contexte, on est tous un peu des anciens ici. Michael Jordan sort de sa retraite et est encore un joueur dans les années 2000, 2001, 2002 et donc 2003. Est-ce que la hype de LeBron James, à ce moment-là, vous la sentiez venir ou pas, ou on était encore un peu focus sur les joueurs NBA en activité, et notamment Michael Jordan, même si on était proche de la fin de sa carrière? Oui, tu la sentais la hype. Moi, j'étais aux États-Unis à cette période-là. C'était d'ailleurs ma première année. J'y ai passé 6 ans et donc je débarque aux États-Unis l'année où LeBron est justement senior en high school. On est de la même génération, on est de la même année. Et tu sentais quand même, il y avait les matchs de LeBron sur ESPN. Tu avais une couverture médiatique où la grande presse américaine l'annonçait comme l'élu, comme l'héritier, le digne héritier de Michael Jordan. Okay. Une presse qui mettait en avant un lycéen, comme jamais un lycéen avait été mis en avant jusque-là, voilà. En basket en tout cas. Exactement. C'est pour ça que, si tu veux, tu parles de Victor Wembanyama et de la hype autour de lui maintenant, c'est quelque chose qui n'avait jamais eu lieu depuis LeBron James. Ok. Donc, c'est vraiment... voilà. Tu la sentais venir, Fred? Tu voyais, ouais. Tu la sentais venir, mais l'analogie avec Victor Wembanyama, elle est plutôt très bonne parce qu'effectivement, il y avait une hype incroyable autour de lui. C'était le nouveau Michael Jordan, mais ça, on était habitué, on l'avait déjà vécu. Chaque fois qu'il y avait un mec qui performait un petit peu. T'as eu Grant Hill, t'as eu Penny Hardaway. C'était un petit peu un gimmick habituel. Mais c'est vrai que ce joueur avait quelque chose d'extraordinaire. Il signe directement un contrat avec Nike de 90 millions de dollars, je crois. Oui, c'est ça. Un énorme contrat avec Nike. Et là, tu te dis, il y a quelque chose. Ils ont quand même le flair chez Nike, ils ne font pas n'importe quoi. Enfin, je pense qu'on ira tous voir le film justement avec Michael Jordan et sa signature avec Nike. Mais je pense que le fait qu'il signe avec Nike, pour moi en tous les cas, qui était fan de Nike évidemment,
Et ben, je me suis dit, celui-là, c'est peut-être le vrai successeur de Michael Jordan en termes de hype, pas au niveau du jeu, parce qu'on avait vu que c'était une bête humaine et que c'était pas dans le même style. Mais je pense que cette signature, pour moi, était quelque chose de très important. Ça m'a marqué, ouais, exactement. Vous dire, l'après Jordan, il y a eu beaucoup de successeurs. Beaucoup de noms sont sortis, Penny Hardaway, Grant Hill, etc. LeBron James était à l'époque annoncé comme un successeur de Michael Jordan. Est-ce que tu le voyais un petit peu comme ça ou tu te disais, bon, attendons de voir le gamin produire et on verra? Ce qui est intéressant, et comme le soulignait votre journaliste, oui. c'est que les grands noms, en tout cas les personnalités et les cycles de ces joueurs-là se suivent et ne se ressemblent pas. Quand on prend LeBron James, quand tu prends Allen Iverson, quand tu prends toutes ces grandes stars, ils ont pratiquement tous la même histoire. Ils viennent de familles extrêmement défavorisées dans les quartiers où soit ils ont connu la cam et compagnie, et ils finissent milliardaires, millionnaires, alors parfois avec des destins tragiques, comme pratiquement 70% des joueurs NBA qui ont fini broc. Mais des joueurs comme LeBron James, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'American Dream, tu vois, et qu'il y a toujours un qui sort parmi les autres et qu'on voit comme l'héritier de Jordan. Moi, je me souviens d'un truc qui avait été très, très drôle à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un joueur qui s'appelait Harold Miner. Vous savez, très gros dunker. Très gros, mais avant qu'il soit dunker, il sévissait beaucoup à l'université. Il portait le numéro 23. On disait qu'il avait à peu près le même style que Jordan, à part qu'il était gaucher. Et bizarrement, quand il est arrivé en NBA, hormis le concours de dunk, ça a été un échec total. Comme beaucoup de désignés successeurs de Michael Jordan, malheureusement, peut-être. Mais cet héritage, il est lourd à porter aussi. Il est lourd. C'est là que tu te rends compte que des mecs comme lui, comme LeBron, et je vais reparler de Victor. Victor, pour l'instant, il assume aussi ce statut et je trouve ça très, très fort. Mais le challenge, ce sera de porter justement son nom en NBA et sa réputation en NBA. On revient avec toi, Melvin, sur une date importante dans l'histoire de la carrière de LeBron James, le 8 juillet 2010, donc The Decision. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de cette date? Alors, The Decision, comme tu dis, c'est LeBron qui annonce qu'il quitte Cleveland et qui va signer à Miami pour rejoindre Dwayne Wade et Chris Bosh, en prononçant la phrase qui est maintenant célèbre « I'm taking my talents to South Beach ». Alors, à l'époque, c'est vraiment une nouveauté. Et il a d'ailleurs été extrêmement critiqué pour cette sorte de mise en scène de cette décision, de sa décision d'où il allait jouer. Malgré, et ça on l'oublie souvent, c'est qu'il a réussi à récolter plusieurs millions de dollars en faisant ça, et il a reversé cette recette au Boys and Girls Club des États-Unis, qui est une organisation caritative. Mais bon, tout le monde oublie un peu ça et tout le monde se focus sur le fait qu'il part de Cleveland, le propriétaire de Cleveland, les fans de Cleveland sortent le vitriol. Et c'est vraiment c'est un peu la date qui marque le début de ce qu'on appelle le Player Empowerment Era. Et donc, c'est les stars qui décident de leur destin, comme on l'a vu avec Kevin Durant récemment. Donc, LeBron fait ses valises, va à Miami. Un an plus tard, le 11 juin 2011, il perd sa deuxième finale NBA. Je peux t'arrêter là ou pas, Melvin? Je vais t'arrêter là, je te redonne la main tout de suite parce que cette date est assez marquante, je pense, dans l'histoire de la carrière de LeBron James. Je voudrais qu'on se pose une question collégiale et avec toi, Moundir, pour commencer. Est-ce que ce n'est pas le premier gros accro dans l'histoire de la carrière de LeBron James? Parce que là, on parle de la legacy. Il avait déjà perdu une finale NBA. Il prend une décision de rejoindre une équipe avec qui il va former une super team, donc Dwayne Wade et Chris Bosh. Melo, on va le dire un peu, mais ça ne se passe pas forcément bien la première année. Est-ce que ce n'est pas le premier accro dans sa carrière? C'est assez délicat parce que moi, j'aime bien faire la transparence quand on prend Jordan. Alors, on cite effectivement Jordan. Jordan a été bon quand Scottie Pippen, bien sûr, Horace Grant ont commencé à élever leur niveau parce qu'à chaque fois, ils allaient se cogner sur Détroit. Et ils se disaient même qu'à l'époque, c'est comme si on allait chez le dentiste. C'est vrai on venait sans dents. Exactement, et que ça finissait en baston avec Bill Laimbeer et compagnie. Bien évidemment que James avait des bons joueurs à Cleveland, mais pas aussi forts pour aller chercher le titre suprême. Effectivement, lorsqu'il va à Miami, il y a du calibré. Et les remarques de l'époque, je te coupe, Moundir, c'est Jordan, parce qu'on faisait déjà un peu la comparaison, est resté un Bulls jusqu'à temps qu'il gagne et qu'il passe Détroit. Ils voulaient le titre, mais ils ont recruté, il y a eu Rodman, enfin, et puis il y a eu, on sentait qu'il y avait une dimension suprême. Les mecs, quand ils débarquaient, il y avait une aura, un peu comme Tyson, quand il regardait le gars perdait déjà 60% de son influx, tu vois. Okay. Jordan, enfin les Bulls ont été
ont été, enfin, c'était pour moi les suprêmes, quoi. Comme à l'époque avec les Lakers, à l'époque de Johnson. Honnêtement, lorsqu'il arrive à Miami, effectivement, il y a déjà des gens qui sont bien installés. Il y a Wade, il y a Bosch. Ses amis, Enfin, draftés la même année, Ah ouais, faut rappeler. Et je crois qu'il y a même Jason Williams à un moment qui est avec eux, je crois. Je crois, ouais. Je crois, si, Ouais, qui il y est a avec eux. Gary Payton. Gary Payton, ouais. Qui était à l'époque avant, et derrière, tu as Jason Williams qui, lui, veut faire la même chose que Gary Payton, venir prendre sa bague. Alors sur dans ce Miami. choix, rapidement, au-delà même de la forme, le fait qu'on soit toujours habitué à ce qu'un Jordan passe Détroit et reste justement un Bulls de Chicago pour justement avancer dans sa carrière. Et là où LeBron, lui, se dit, bon, il y a une difficulté avec Boston qui était très fort à l'époque. Et je rejoins mes potes pour essayer de... Mais c'est le gros échec. Pour moi, Échec pour toi ? c'est le gros échec. Ok. Parce que autant le parcours initial avec Cleveland, où il emmène Cleveland contre toute attente avec une équipe quand même sur papier faible, Ah oui. il faut Ah dire oui. les choses telles qu'elles le sont, il les emmène en finale face à l'Academy Spurs, qu'il les sweep, il n'y a rien d'infamant. C'est la naissance, on va dire, du projet Cleveland qui arrive à l'aboutissement, et on en parlera plus tard, une décennie plus tard, très bien. Le problème, c'est que quand tu arrives avec les trois amigos, là, que c'est toi qui, entre guillemets, fait le GM de luxe, tu vas rejoindre les copains qui sont tous les trois top 10 NBA à ce moment-là. Et Lui, que tu- lui, Dwayne Wade et Bosh sont tous les trois top 10 NBA. Et que tu perds, pour avancer un peu, que tu perds Tout à ta fait. première finale NBA. Mais surtout que tu es le grand favori de la série, c'est-à-dire que personne n'était là à dire que Dallas allait se présenter comme grand favori de la série. Tu mènes la série 2-0 et LeBron disparaît complètement, il tourne à 16 points de moyenne et ça fait vraiment très très tâche. Et d'ailleurs, il y a même une histoire, et pardon, je relève ce que tu dis, c'est-à-dire que même avec les bookmakers, il y a eu le FBI s'est mêlé justement sur les paris sportifs parce qu'ils ont pensé que la finale était pipée, que c'était pas normal qu'un mec comme LeBron tournait à 16 points alors que... Alors qu'il domine toute la saison, Bien sûr, et qu'il est méconnaissable en finale. On peut donner ses stats. Il y a quasiment 18 points de moyenne, 7 rebonds et 6 assists. Il tourne à 32% à 3 points, 60% au lancer franc. Et effectivement, ils perdent cette finale en 6 matchs contre un Nowitzki qui Alors qu'il mène est régnant. 2-0, Sylvain. Il mène 2-0. Bien C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, OK, Dallas prend un match à l'extérieur pour commencer. Puis bon, non, 2-0 et tu as la meilleure équipe sur le papier. Alors oui, Dirk Nowitzki, fantastique. Et derrière, tu sais, hein, l'appétit vient en mangeant. Hein. Tu donnes un peu d'espoir aux gens et ils remuent des montagnes. Bien sûr, bien sûr. Donc Dallas a vu la brèche et ils sont, Mais ils c'est sont là qu'on engouffrés dedans. Mais... c'est là qu'on a vu les premiers signes de fébrilité mentale Ouais. de LeBron. LeBron. On avance avec Melvin. Je t'aide sur 2 dates, Melvin, pour avancer dans cette discussion. 21 juin 2012, premier titre donc, de champion NBA pour LeBron James avec Miami. Donc ça se passe plutôt bien. Ils sont opposés alors, je sais plus, faut m'aider. Je crois que c'est Quand ils gagnent le premier, c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, contre... contre OKC OKC, c'est ça. et Kevin Durant. Ouais. Autant pour moi, désolé. Donc effectivement, face à Kevin Durant. Et ensuite, une deuxième date clé, c'est en juin 2014, où il retourne du coup du côté de Cleveland. C'est bien ça? C'est ça. Alors, juin 2012, comme tu le dis, il gagne non seulement son premier titre NBA, il est aussi élu MVP de la saison cette année-là, il est MVP des finales. Ils font le doublé la saison d'après contre les Spurs, la fameuse finale où les Spurs mènent 3-2 et perdent sur le shoot de Ray Allen au match 6. Et LeBron fait un match 7 décisif. Donc, il gagne à nouveau MVP des finales, le titre. Et derrière, par contre, ils perdent en 2014 contre les mêmes Spurs 4-1, où là, ils se font absolument dominer. Et là, LeBron, il y avait déjà des petits bruits qui couraient, mais il décide de retourner à Cleveland. Donc, c'est vraiment un coup de tonnerre en NBA. C'est le retour de l'enfant prodigue. Et il retourne à Cleveland pas tout seul. Il va retrouver un jeune Kyrie Irving à l'époque. Et il y a un trade de Andrew Wiggins, qui était le numéro 1 de la draft cette année-là, pour aller chercher Kevin Love du côté des Cavs. Et avec les Cavs, ils vont atteindre 4 finales de suite, dont la finale de 2016, dont on va parler, j'imagine, dans quelques minutes. On y va tout de suite. On parlait de remontada. On va en reparler aussi avec les Cavs dans cette finale qui opposait donc les Cavs aux Warriors de San Francisco. On se remet dans le contexte. 1-3, on va partir de là. Hein. Donc 3 pour les Warriors et 1 pour les Cavs, et ça remonte. 2, 3-3 et Game 7 donc du côté des Warriors, et victoire des Warriors qui font cette année-là une saison historique, hein, 73-9 en saison régulière avec un Steph Curry MVP
à l'unanimité. Qu'est-ce que ça suggère un petit peu quand on parle de titre acquis de cette manière-là, Fred, pour la legacy un petit peu de LeBron James? Est-ce que c'est pas le plus grand titre de sa carrière finalement? Oui, c'est le plus grand titre, mais Ouais. c'est aussi le titre de la rédemption un petit peu. Ok. Parce que quand il est revenu aux Cavs, il nous a pas fait le coup de The Decision. Il nous a fait un truc beaucoup plus soft, beaucoup plus posé, beaucoup plus mature, parce qu'il avait gagné lui aussi en maturité. Mhm. Et aller faire gagner son équipe de Cleveland, qui n'avait jamais gagné de titre dans tous les sports, je crois d'ailleurs. Ça efface un peu The Decision, ça efface un peu les En tout échecs cas, en c'est sa finale. volonté. Et je pense que quand tu gagnes un titre avec une franchise qui n'a jamais gagné et dans une ville qui, alors je parle sous le contrôle de notre Américain, n'avait jamais gagné de titre, donc quel que soit le sport majeur, forcément ça efface, oui, évidemment. Complètement. Oui, premier titre de l'histoire effectivement de l'Ohio. Hein. Non, mais complètement. Niveau NFL, basket, Voilà, c'est ça. rien, Donc, quelque chose d'incroyable, quelque chose qui a une vraie importance. Parce que là, il est revenu chez lui. Alors, il y a Kyrie Irving et il y a Kevin Love, mais c'est pas un trio si magique que ce qu'il avait pu. C'était pas les Tres Amigos. Même si c'était des très bons joueurs, c'était pas les Tres Amigos. Mm. Il avait un vrai rôle, il est revenu, il a gagné, il l'a fait de façon plus soft, ce transfert. Pour moi, il a regagné ses galons de superstar et de mentor aussi. On n'a pas la décla, mais on se souvient qu'à l'issue de cette finale gagnée avec un scénario ultra hype, LeBron avait déclaré qu'il était à la même table que Michael Jordan, quasiment le GOAT. Est-ce que... Je crois que c'est une obsession pour lui, parce qu'à chaque fois, il le dit quand même. Non, il le dit clairement. Il dit pour lui, c'est ce titre-là qui lui donne le statut de meilleur de tous les temps. C'est ce que lui a dit, oui. Ok. Au niveau du point, mais pas sur le reste. Est-ce que l'image de LeBron en 2016, avec ce titre gagné, le rehausse un petit peu justement dans cette course, un petit peu au meilleur joueur de l'histoire? Non, mais vraiment, Ouais. d'abord, se comparer à Michael Jordan, On va essayer de le faire un peu tout à l'heure. Ça va être compliqué. Ah, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Mais juste sur l'image de LeBron qui avait déjà perdu des finales, qui avait changé un peu d'équipe avec... L'histoire d'un champion qui se cherche et Ok. qui arrive à ses fins, tout simplement. Ok. Melvin, on continue avec toi? La chronologie? juste Oui, avant de vas-y. continuer, sur les 3 derniers matchs, il faut rappeler que quand les Cavs sont menés 1-3, aucune équipe n'est revenue en finale NBA de ce déficit-là. Et il fait 3 matchs absolument incroyables. Au Game 5, il est à 41 points, 16 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, 3 contre. Game 6, 41 points, 11 passes, 8 rebonds, 4 interceptions, 3 contre. Game 7, 27 points, 11 rebonds, 11 passes, 2 interceptions, 3 contre, dont The Block sur André Iguodala, qui est un peu son geste de signature. Et ça faisait 52 ans qu'une équipe de Cleveland n'avait pas gagné de titre. Donc assez incroyable. Et on ne dira pas dans quel état tu étais à ce moment-là parce que tu étais dans les tribunes. Et j'étais dans les tribunes. Non, mais il tourne quasiment en triple-double, à quelques décimales près sur toute la saison. Joueur ultra impactant et régnant pour obtenir ce titre majeur. La rédemption, comme a dit Fred, j'aime beaucoup ce mot. Pour moi, c'était vraiment... C'était une belle histoire. Et puis, c'est ce qui mérite. Tu sais, quand on est dans le positionnement, on refuse de donner à LeBron le titre de meilleur joueur de l'histoire. Souvent, on est considéré comme des nœuds ou autres, alors que je pense qu'on partage tous une admiration profonde et pour le joueur et pour l'homme. Et que le contraire serait impossible. C'est ça, en fait. Impossible de ne pas admirer LeBron. On va discuter de la personnalité de LeBron et justement son côté achievement ensemble. On va rester par contre sur une dernière date puisqu'il gagne quand même avec les Lakers. Hein. Donc il transite du côté des Lakers. On est dans un contexte un peu particulier, le 11 octobre 2020. Donc la saison a été annulée pour Covid et elle reprend dans la bulle d'Orlando. Et les équipes qualifiées, en tout cas proches d'être qualifiées en play-off, sont invitées. Et un tournoi un petit peu particulier amène quand même à célébrer un champion, les Lakers de LeBron James. La valeur de ce titre, pour vous, rapidement, c'est un titre banal où on est dans des conditions un petit peu particulières et on peut quand même un peu remettre en question. Non, il n'y a pas de degré. Un titre est un titre. Okay. C'est un peu comme au poker, quand on a un bracelet WSOP ou une bague WSOP, quel que peu importe les conditions. Le titre est un titre, il faut aller le chercher. Il y a plusieurs équipes, il n'y a pas de Tout le monde est dans les mêmes degré. conditions. Tout le monde est dans les mêmes conditions. Voilà. Okay. Mais ça va même plus loin sur ce titre-là, parce qu'il y a quand même le décès de Kobe Bryant. Oui. Il y a l'hommage à Kobe Bryant. Je trouve que c'est encore plus, j'ai envie de dire. Le fait de porter le contexte et d'arriver quand même, malgré tout... C'est un titre comme un autre. Il n'y a pas d'astérix à lui donner. Ouais.